Au menu de ce 19h30, dans le cadre de la série de conférences portant sur les guerres et conflits de 4e génération, le général des divisions de l'armée égyptienne, Eshman El Chalabi, était ce vendredi face aux hommes des médias burkinabés. La communication de ce jour s'est focalisée sur les enjeux de ces formes de guerre, avec en toile de fond cette question: comment les gagner? Les hommes des médias ont été notamment interpellés. Et puis, c'est l'espoir et le rêve de plus de 3 décennies qui sont en passe de se réaliser. Le bitumage de la route nationale numéro 17, Guiba-Garango, a démarré. Les travaux ont été lancés hier par le chef du gouvernement, Christophe Dabiré. Dans exactement 2 ans, ils devront prendre fin au grand bonheur des populations. Le projet financé par la Banque islamique de développement va coûter plus de 22 milliards de francs CFA. Voilà pour les titres de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. On les appelle guerres et conflits de 4e génération. Et contrairement aux guerres classiques, on les mène en manipulant plusieurs paramètres à l'intérieur même des États pour aboutir à leur déstabilisation et leur affaiblissement. Parmi ces méthodes, il y a le terrorisme qui sévit au Burkina Faso et dans toute la sous-région sahélienne. La question, c'est comment gagner ces formes de guerre-là. C'est ce qu'a tenté d'expliquer un expert en sécurité, ancien général d'armée égyptien, à des hommes des médias, des journalistes qui ont été notamment interpellés pour leur participation à cette lutte. Edwige Sanou, Roméo Koïta. La confrontation directe entre armées sur le champ de bataille est révolue. C'était l'époque des 2 guerres mondiales, en l'occurrence, considérées comme des conflits de 1e, 2e et 3e génération, où l'accent était mis sur le nombre de soldats au front et la puissance de feu. Mais depuis la chute du mur de Berlin, le monde a basculé dans la guerre de 4e génération, axée sur l'influence. Et l'une de ses déclinaisons, c'est le terrorisme. Un phénomène financé de l'extérieur et imposé aux États. L'objectif pour ces parrains du terrorisme est, selon le conférencier, d'asphyxier financièrement les pays afin de les maintenir permanemment dans la dépendance. Ce que vit actuellement le Burkina Faso et les pays du Sahel n'est pas fortuit, dira cet ancien général de l'armée égyptienne, même si pour l'instant, il est difficile de prouver qui sont les commanditaires. Sur cette carte du globe, les parties colorées en rouge représentent les zones de prédilection des terroristes et l'Afrique est le continent le plus touché. Cela est fait à dessein, explique-t-il, pour dissuader d'éventuels investisseurs et touristes. Faisant le lien avec la nouvelle cartographie du Burkina Faso peinte en rouge par la France, cela suscite des interrogations. Oui, on peut le dire, on était déjà dans cette suspicion. Je crois que la conférence que nous venons de suivre confirme plus ou moins cette hypothèse-là, qui est que sans doute nous sommes dans une zone d'insécurité majeure, donc d'instabilité. Et que cette zone-là, par conséquent, le fait aussi toujours de redessiner la carte, de la peindre totalement en orange ou en rouge, cela n'encourage pas les investisseurs. Aucun investisseur ne voudrait venir dans un pays où tous les jours on parle de l'insécurité. Le terrorisme n'est pas une fatalité, mais pour arriver à bout, les pays concernés doivent mettre en place un plan national de sécurité et de défense, faute de quoi ils feront partie du plan des autres, selon cet expert en sécurité. Il faudra aussi amener les populations à collaborer avec les FDS et c'est là que le rôle des médias est capital. Oui, je pense que dans le contexte actuel, le travail des médias est beaucoup compliqué. Ça, il faut le reconnaître parce qu'on nous demande en même temps un rôle d'information, un rôle de sensibilisation. Et nous également, en tant qu'hommes des médias, nous avons besoin d'abord d'être informés. Nous avons besoin également de comprendre quel type de guerre nous avons à faire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc c'est en cela que je salue d'ailleurs cette conférence. L'insister sur le rôle des médias, et il a dit que les médias jouent un rôle important, mais j'ai compris aussi que le rôle des médias n'est pas au-delà ou au-dessus du rôle des États. Cette rencontre avec les hommes de médias entre dans le cadre d'une série de conférences organisées par le ministère de la Défense. Après les membres du gouvernement et les journalistes, ça devrait être au tour des organisations de la société civile d'être outillées sur les enjeux des conflits de 4e génération. Justement, l'une des conséquences pernicieuses de ces formes de guerre, c'est amener les États à changer les priorités, comme par exemple faire la part belle aux investissements d'ordre
humanitaire, déplacement massif des populations oblige, et ce, au détriment des investissements de développement local. C'est ce que relève le laboratoire Citoyenneté qui propose une autre alternative à cette situation. Les explications de Madina Sino. Déplacement forcé de population, fermeture d'écoles et de centres de santé, dysfonctionnement des unités économiques. Ce sont là les conséquences de l'insécurité grandissante au Burkina Faso. Une insécurité qui a aussi pour corollaire la crise humanitaire. Dans un tel contexte, l'aide humanitaire a tendance à supplanter le développement local. Initié par le laboratoire Citoyenneté, ce séminaire vise donc à examiner les possibilités de conciliation entre l'action humanitaire et le développement local. Nous sommes devant un dilemme. Et ce dilemme-là, il y a des méthodes, il y a des approches que des pays ont déjà expérimentées et que nous pouvons nous inspirer, non seulement nous en inspirer, mais aussi il y a des méthodes séculaires de gestion des urgences et du développement local. Alors donc, État central, État déconcentré, à savoir les gouverneurs, et les préfets, les hauts commissaires, et à côté les services techniques dédiés à ces questions d'action humanitaire et dédiés à ces questions de développement local, et en face, en dialogue avec les OSC, les ONG, et nous les invitons à se mettre en dialogue pour étudier les voies et moyens d'aborder cette question-là de façon sereine, mais de façon volontariste et engagée. Consciente qu'une bonne coordination entre les différents types d'actions, notamment au niveau local, est source d'un meilleur épanouissement humain, la coopération suisse a salué cette rencontre du laboratoire Citoyenneté. Ça fait plus de 40 ans que la Suisse est engagée aux côtés du Burkina Faso avec une coopération gouvernementale. La Suisse aussi a accompagné le Burkina depuis le tout début dans ses efforts de décentralisation. C'est vrai que nous considérons que le développement doit absolument, impérativement prendre en compte et donner leur place aux collectivités territoriales. Ça fait partie un peu, je dirais, de nos gènes. La Suisse étant par essence un pays de décentralisation. Et donc dans le contexte actuel, nous considérons que les collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer et doivent vraiment être prises en compte dans tout le dispositif qui intègre aussi bien le niveau central, le niveau déconcentré et le niveau décentralisé. Connecter l'action humanitaire aux dynamiques de développement, rôle des collectivités territoriales et des organisations de veille citoyenne. C'est sous ce thème que se tient le présent séminaire de 48 heures. Et le gouvernement qui semble appliquer la méthode du laboratoire Citoyenneté à une plus grande échelle, car malgré les sommes énormes qu'engloutissent les actions humanitaires, le gouvernement n'a pas renoncé aux investissements, notamment dans la construction des infrastructures routières. Un énième projet de bitumage de routes vient d'être lancé. Les travaux de la RM17 vont coûter plus de 22 milliards de francs CFA. Le Premier ministre et le ministre des Infrastructures ont donné les premiers coups de penteuse hier. Majid Bakouan, Roméo Koyeta. Le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré, conducteur de bulldozer en cette matinée du 28 novembre. Et c'est le lancement des travaux de bitumage de la route Guiba-Garango. Longue de 72 km, l'infrastructure va coûter un peu plus de 22 milliards de francs CFA financés par la Banque islamique de développement. Pour le chef du gouvernement, il s'agit de désenclaver les régions et améliorer l'accès à ces localités à haute potentialité agricole et sylvopastorale. Le lancement aujourd'hui montre bien que nous voulons travailler à désenclaver les différentes régions de notre pays, à faire en sorte que par la route, le développement arrive un peu partout dans notre territoire. Et c'est extrêmement important parce que lorsqu'on constate la mobilisation des populations pour cette cérémonie, ça indique bien que c'est une forte attente au niveau des populations, dans la mesure où, avec les saisons de pluie et les difficultés que nous connaissons, l'enclavement constitue un frein essentiel au développement économique de nos différentes régions. Selon le ministre des Infrastructures, en plus du bitumage des 72 km de voirie, les travaux vont aussi concerner des réalisations connexes.
C'est une route qui aura également la particularité de bénéficier de travaux connexes, dont 50 km de pistes rurales. Le long de la route, ces pistes ont déjà été identifiées en accord avec les collectivités locales qui sont concernées. Il y aura également la construction de plus de 11 000 mètres linéaires de murs de clôture au profit des infrastructures socio-économiques de base. Et il y aura également la plantation d'arbres, des mesures environnementales et sociales, de la sensibilisation contre les maladies sexuellement transmissibles. Longtemps réclamé par les populations, le bitumage de cette route devra permettre de booster l'économie de la localité, selon le maire de Garango. Mais avec cette route-là, il y aura un trafic. Les gens viendront de Tenkoro, Garango, iront à Kayebo, à Begedo, à Binde et probablement vont s'arrêter, acheter. Et même que des commerçants vont découvrir qu'il y a des productions ici qui les intéressent et viendront donc s'approvisionner pour une meilleure distribution. Donc de ce point de vue-là, c'est la route de l'espoir pour nous. Merci. Cette cérémonie de lancement a été l'occasion pour le maire de plaider auprès du chef du gouvernement le prolongement du bitumage jusqu'à Tenkotogo. Le ministre Éric Bougouma rassure les populations que les doléances ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Direction maintenant Bobo Dioulasso, où le ministre de l'Éducation nationale est allé constater l'état d'avancement de 2 chantiers de construction d'infrastructures éducatives. Le lycée scientifique régional des Hauts-Bassins et le lycée scientifique national de Bobo. Eh bien, si pour le premier cité, les travaux sont quasi achevés et que les élèves ont même débuté les cours, pour le deuxième, eh bien, les travaux sont très en retard et on est déjà à un deuxième rendez-vous manqué de finition. Surtout Justin Dabiré. Les élèves du lycée scientifique national de Bobo Dioulasso doivent encore patienter avant d'avoir accès à leurs infrastructures scolaires. Prévu pour être réceptionné en juillet puis en novembre 2019, le lycée scientifique national de Bobo Dioulasso est toujours en chantier. C'est le constat fait par le ministre Ouaro qui se réjouit tout de même de la qualité des travaux en cours. On s'attendait au départ à la réceptionner en juillet. Après, on est allé vers novembre et là, on est en janvier. Donc, les élèves attendent. Ils sont plus ou moins logés donc, à l'INEP de Bobo Dioulasso. Et donc, on n'a pas de contraintes véritablement à ce niveau. Mais nous, on souhaite avoir nos infrastructures donc, à temps pour permettre donc, à ces élèves d'être dans ce cadre. Ma satisfaction, c'est la qualité du travail. C'est un travail de qualité. Et donc, quelque part, donc, ça me réjouit. Parce qu'il est bon de finir dans les délais, mais finir dans les délais avec des infrastructures de qualité. Par contre, au lycée scientifique régional des Hauts-Bassins, ce sont des infrastructures scolaires flambant neuves qui sont données de voix au ministre et à sa délégation. Les salles de classe, la salle d'informatique, la bibliothèque, le laboratoire, le réfectoire, le bloc administratif sont quasiment en fin de travaux. La première promotion au nombre de 33 est composée de 19 garçons et de 14 filles. C'est en plein cours de mathématiques qu'ils reçoivent le ministre Ouaro et sa délégation venue les encourager et les rassurer de la fin définitive des travaux pour leur permettre d'étudier en toute quiétude. Je suis juste venu vous dire bonjour et puis vous dire qu'on va revenir. On reviendra en principe en janvier, peut-être en début, on verra avec eux l'inauguration officielle de ce lycée. Et donc en temps, certainement, de l'électricité, la question de l'électricité sera réglée. Les ouvrages, vous en avez déjà un peu, mais les ouvrages qui vont venir beaucoup, on viendra vous rendre visite. D'accord? Et on pourra voir les premiers résultats aussi. J'espère que la fête moyenne sera au moins 15. Très bien. C'est avec beaucoup de satisfaction et de joie que je me retrouve ici, au lycée scientifique régional donc, des Hauts-Bassins. Et ici, il faut dire que l'opérateur de téléphonie Orange, à travers sa fondation, a décidé de réaliser donc, cette infrastructure. Et nous avons posé la première pierre au mois d'avril. Je suis très heureux de constater qu'en octobre, donc, c'était prêt et que les élèves ont commencé, comme vous avez constaté. Tout est prêt et bon, il y a de petits aménagements. Et nous prévoyons donc, avec l'agenda donc, de nos partenaires de Orange, inaugurer donc, officiellement cette infrastructure. Mais ça va être au courant janvier cette fois-ci. À travers la construction du lycée scientifique régional des Hauts-Bassins, la Fondation Orange apporte sa contribution à la vision du chef de l'État, qui est d'orienter plus d'élèves vers les formations scientifiques, technologiques et l'enseignement des mathématiques.
Au bassin, on va juste à côté dans le centre-ouest, notamment à Koudougou, où des travaux de construction d'une autre infrastructure éducative ont été lancés. Il s'agit de la nouvelle unité de formation en recherche et sciences techniques de l'université Norbert Zongo. Au cours du projet, plus de 22 milliards de francs CFA, durée 1 an et demi. Les détails de Sandrine Zougouri. Dans 18 mois, ce vaste site de 5 hectares sera méconnaissable. De nouvelles bâtisses y vont pousser. C'est la nouvelle unité de formation en recherche et sciences techniques de l'université Norbert Zongo qui est en ligne de mire. Le projet va offrir un bloc pédagogique d'une capacité de 2500 places, un bâtiment R+2 avec de nombreuses commodités. On a 8 laboratoires au rez-de-chaussée. À l'étage, nous avons 6 laboratoires par niveau. C'est un bâtiment R+2. Donc, on a des salles de conférences et des salles de cours. Donc, à part ça aussi, dans le bâtiment, il y a un ascenseur qui va desservir tous les niveaux pour que tous les handicapés puissent accéder à tous les niveaux. Donc, en plus de ça, dans la zone pédagogique, nous avons ce qu'on appelle la bibliothèque. On a une bibliothèque qui est prévue pour la salle, pour la zone pédagogique. En plus de cette bibliothèque, on a ajouté aussi un bloc administratif. Avec cette UFR-ST, l'université Norbert Zongo change de visage. Au-delà de l'esthétique, cette unité viendra améliorer les conditions d'études des étudiants en ST. Leurs conditions de vie ne sont pas occultées. Une cité universitaire verra le jour. Je dois dire d'abord toute notre satisfaction d'être là aujourd'hui parce qu'une ville comme Koudougou avec l'université Norbert Zongo qui n'a pas d'infrastructure d'accueil propre parce que jusqu'ici, c'est des bâtiments loués à des particuliers qui servaient des cités universitaires et puis les 30 villas qui nous avaient été rétrocédées, dont 15 ont été sommairement aménagées pour accueillir les étudiants. Alors aujourd'hui, on est rendu à lancer les travaux de construction d'une cité d'envergure de 1512 lits en fait, avec un restaurant de 800 places, avec une IFR sciences et techniques qui va comporter des bureaux, des salles de cours, qui va comporter des laboratoires équipés. Quand on connaît l'importance de la science pour le développement. D'une valeur de plus de 20 milliards de francs CFA, elle est financée par la Banque arabe pour le développement économique et du Fonds de l'OPEP pour le développement international. À la direction de l'université Norbert Zongo, on promet d'en faire bon usage. Et voici à quoi l'UFR-ST devrait ressembler. En tant que scientifique, pour nous, l'UFR-ST est déterminant. Le pays a besoin de scientifiques. Et ça va nous permettre d'avoir un nombre suffisant de scientifiques et combler le déficit d'enseignants au lycée et aussi au niveau de l'université. Pour la cité universitaire, vous êtes sans ignorer que quand on est mal logé, on étudie moins en fait. Donc c'est mieux qu'ils soient bien logés, bien nourris, pour mieux apprendre. Et vraiment, je suis honoré ce soir-là. Après Koudougou, cap sera mis sur l'université de Fadangourma et de Dori. Dans ces zones, le projet veut également offrir un cadre de vie et d'études sain aux étudiants. Lutter contre les crimes financiers et les flux illicites de capitaux, ce sont les missions du réseau Arinwa. Et afin de franchir une autre étape dans son efficacité, ces bureaux dans les différents pays se sont réunis à Ouagadougou pour peaufiner davantage leurs mécanismes de collaboration. Céline Tiemtoré, Mamounata Kaboré. Arinwa, le réseau inter-agence de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un réseau qui lutte contre les crimes financiers et le flux illicite de capitaux. Ce réseau travaille en collaboration avec les autorités compétentes en vue de lutter contre ces pratiques. Tout le sens du réseau, c'est de faciliter, simplifier l'information, faciliter la transmission de l'information. Tout le dispositif qui a été mis en place par nos partenaires jusqu'ici, l'aboutissement, c'est le recouvrement des avoirs. Parce que cette lutte-là est une approche axée sur les avoirs. Et parce qu'il s'agit de priver le criminel de ce qui lui tient à cœur. Si une enquête, exemple, est ouverte ici, à Ouaga, et que des actions devraient être menées, disons, à Bamako ou à Dakar, les réseaux facilitent l'échange d'informations à travers le réseau, à travers les points focaux. Nous échangeons les informations sur les flux financiers, sur les activités criminelles transfrontalières.
Dans ces interventions, l'Arenwa bénéficie du concours de structures habilitées comme la police, les magistrats, la douane, la justice pour prendre des mesures primitives contre les appréhendés et pour atteindre ses objectifs. Alors, les missions du réseau, c'est principalement de lutter contre les crimes financiers. Et à ce titre, le recouvrement occupe une place nodale. Il s'agit pour les acteurs de la justice, les magistrats et les officiers de police judiciaire chargés des enquêtes en matière financière. Une mission fondamentale de traquer les flux financiers illicites et de les recouvrer au grand bonheur de nos finances publiques. Né en 2014 à Accra, le réseau Inter-Agence de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest est composé de 16 pays membres de la CEDEAO. Financer la création de 500 entreprises agricoles dans 10 localités différentes du Burkina. Voilà l'ambitieux projet de la Fondation Révi. Et pour atteindre ces objectifs, Révi appelle à une levée de fonds à partir du 1er décembre prochain. Justin Amonto. Créée à Ouagadougou par un Burkinabé, la Fondation Ravi, qui devient désormais Révi, a rencontré les hommes de médias le 26 novembre pour un lancement d'un dîner de levée de fonds prévu le 1er décembre 2019 au CIAO. Dénommé Uniton, l'initiative de ce levée de fonds a pour objectif de mobiliser les ressources pour mener à bien la vision VA de la Fondation Révi. Le concept VA, qui signifie rendre ma localité vivable et agréable, consistera à mettre en place 500 entreprises agricoles dans 10 localités différentes. La vision VA traduit le fait de rendre une localité vivable et agréable, centrée sur les besoins de l'homme, par ses habitants eux-mêmes et pour leur propre bien-être. Il s'agit d'investir sur l'homme pour son développement durable et de développer l'homme pour développer la cité. C'est ainsi la garantie d'un emploi pour chacun, pour tous et pour toujours dans une localité rayonnante et prospère. Parce que nous nous sommes rendus compte que les jeunes et les femmes qui constituent pratiquement 88% de la population ne disposent pas véritablement de vision claire et n'ont pas d'ailleurs de stratégie. Avoir des visions claires et savoir élaborer des stratégies appropriées constituent les atouts sur lesquels la Fondation s'appuie pour former les jeunes en entrepreneuriat. Le projet a une durée de 5 ans. À partir de 5 ans, compte tenu du fait que tous les promoteurs deviennent eux-mêmes porteurs de la vision, nous qui avons lancé la vision de Ouaga, et qui l'implantons maintenant dans les 45 provinces, alors au bout de 5 ans, tous les acteurs déjà opérationnels sont porteurs de la vision comme nous le faisons actuellement. Et c'est de leur responsabilité de continuer à vulgariser le concept dans leur localité. Rendre une localité totalement autonome au Burkina est le but de l'appel et rendez-vous donné aux investisseurs. En plus du concept VA, la Fondation a un autre concept nommé Back Home, en collaboration avec la diaspora pour permettre aux jeunes burkinabés vivant à l'extérieur de pouvoir mettre en place une activité prospère à leur retour au Burkina. Elle intervient aussi dans plusieurs secteurs d'activité pourvoyeurs d'emplois décents et de revenus pour les jeunes qui représentent environ 80% de la population nationale. Après 3 ans de mise en œuvre du projet d'appui aux populations locales dépendantes de la forêt, plusieurs acteurs intervenant dans son exécution se sont réunis pour en faire le bilan à mi-parcours. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins marché? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Ils ont répondu à cette question. Rémi Lambert, Nébier. Mis en œuvre depuis 2016 dans 32 communes du Burkina, le projet d'appui aux populations locales dépendantes de la forêt PAPF enregistre bien d'acquis dans la prévention et la gestion des crises au sein des populations riveraines des zones forestières. Vu l'aspect donc de la préservation de l'environnement, et nous savons qu'aujourd'hui, avec la poussée anthropique, il y a la forte pression sur les ressources naturelles qui font que ça, et là même au sein d'une même famille, facilement il y a des poids. Et justement, donc, en tout cas, avec les différentes rencontres, les acteurs, les actions menées au niveau de la collectivité sur la zone d'intervention, bien sûr, en tout cas, nous avons des motifs de satisfaction parce que le projet est venu véritablement nous renforcer dans ce sens.
Les 32 cellules communales de gestion des plaintes et des griefs venues des 5 régions d'intervention du projet se retrouvent à Ouagadougou pour non seulement un partage d'expérience, mais aussi une session de recadrage à mi-parcours avec les organes de pilotage du projet. Dans les deux discours, c'est de permettre aux cellules communales de gestion des mécanismes de greffe et de plainte de partager leur expérience jusqu'à présent, pendant 3 ans, ce qu'ils ont eu comme difficulté, ce qu'ils ont eu comme acquis et ce qu'ils ont comme perspective pour que ces cellules fonctionnent et que sur le terrain, localement, les gens vivent dans la paix, dans la gestion des ressources naturelles. Communes, certaines cellules ont adopté ce mécanisme et ils utilisent ça pour gérer des problèmes qui n'ont pas de lien direct avec le projet. Et donc, nous trouvons que ça déjà, c'est le grand acquis. C'était l'objectif en fait, que ce mécanisme s'installe comme un réflexe pour que les gens se parlent pour gérer les ressources, les patrimoines environnemental, au lieu de créer des suspicions qui ne sont pas de nature à garantir la sécurité. Les attentes, c'est que les objectifs du projet soient atteints. Et à travers le MGP, à travers cette rencontre qu'on a aujourd'hui, on aimerait savoir si ce qui a été mis en place sur le terrain marche et selon les informations que nous avons reçues au niveau de la Banque mondiale et également nos visites sur le terrain. Nous avons visité, nous avons discuté avec ces communes qui s'occupent du mécanisme de gestion des plaintes. Le PAPF est financé par la Banque mondiale à travers le mécanisme dédié aux dons pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Le programme finance également les communautés dépendantes des forêts dans la réalisation d'activités rémunératrices de revenus afin de limiter la pression qu'elles exercent sur la forêt. Voilà, et c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon début de week-end. Le week-end, vous le savez, moi je le passe tout naturellement avec vous demain. Donc rendez-vous à la même heure, ici même, 19h30. Mais en attendant, restez sur BF1 tout à l'heure à 21h00, le Sport Time avec John William Samda. Merci de votre fidélité. Et puis, à demain.